Tu veux que je commence ? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bienvenue à toi qui nous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Filles Expat. Rapidement, j'aimerais remercier l'Odem qui m'a laissé un message sur Apple Podcast pour me dire que mon échange avec Tiff était excellent. Donc merci à toi pour ces petits mots. Si toi aussi tu souhaites me faire savoir que tu es une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur, je t'invite à faire pause quelques secondes et de me laisser quelques mots sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu utilises Spotify au moment où j'enregistre ce message, je ne crois pas que tu puisses le faire, alors n'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur le compte Instagram de Filles Expat. Cette petite action me fait très plaisir et m'encourage à continuer à chercher des expats qui sont d'accord pour partager leurs expériences. Bon allez, maintenant je vais laisser la parole à mon invité qui attend sagement de pouvoir vous raconter son expatriation. Peux-tu te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville d'où tu me parles aujourd'hui ? Coucou Kelly, donc moi c'est Elsa, j'ai 40 ans et je suis actuellement à Dakar. Dakar, donc du coup ça c'est la capitale du Sénégal. Du Sénégal, ouais. Voilà, et j'ai lu, attention, que 30% de la population du Sénégal se trouve à Dakar. Donc tu fais partie de ces 30%. Oui, c'est bien possible, Dakar c'est une ville énorme. Voilà, c'est vraiment la mégalopole Afrique de l'Ouest. C'est ça, donc je suis super ravie d'échanger avec toi. Donc tu vas être le 3e pays d'Afrique, puisque j'ai déjà parlé avec Adeline qui était partie au Kenya. Et j'ai aussi pu échanger avec Amandine qui était au Nigeria. Donc maintenant je suis ravie d'en apprendre un peu plus sur le Sénégal. D'ailleurs j'ai regardé sur la carte rapidement où c'était, honte à moi, j'aurais dû le savoir. Mais du coup pour ceux qui ne savent pas non plus, l'Afrique je sais même pas, on dit qu'elle a quoi comme forme l'Afrique en fait ? On sait pas. Hein. Je sais pas, ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme... Parce que je me disais en fait c'est en haut, mais vers le milieu, à gauche, sur la côte ouest. Le Sénégal ? Ouais. Bah, on dit que c'est l'Afrique de l'Ouest, donc... Voilà, bon bah mais c'est en haut, tu vois, parce que je trouve que l'Afrique, ça fait quand même... Oui, c'est vrai, ça se rétrécit, on va dire, vers le bas. C'est ça. On va dire que c'est côté au nez de l'Afrique, quoi. Voilà, le nez. C'est la tête, je sais pas. Bon, après, ça fait un grand coup, je sais pas. C'est ça. Ah, bah une tête de girafe, c'est pas mal, ça. Dakar, c'est le... Hein ? On peut dire que c'est une tête de girafe. On peut, si tu veux. En tout cas, Dakar, c'est l'endroit le plus à l'ouest de l'Afrique. Ok, super. Et j'essaie de me faire un peu une idée aussi de la superficie. Et du coup, la superficie du Sénégal, ça serait 6 fois et demi la superficie de la Belgique. Alors, je t'avoue que je me rends pas compte de la superficie de la Belgique. En tout cas, le Sénégal, c'est pas super grand. Donc, la manière dont tu le présentes, Ouais, moi je trouvais que ça faisait... Pour moi, le Sénégal, c'est pas super grand. Ouais, si tu vas aller d'un bout à l'autre en voiture, tu saurais combien de temps à peu près il faut ? En heure ? Ouais. Enfin, en jour, hein. Bah, c'est au moins une journée. Une journée, oui, donc c'est quand même assez... Au moins une journée, ouais. Ouais, ok, super. Alors, oui, même pour aller du nord au sud, non, c'est 2 jours. Ah oui, donc tu vois, c'est quand même grand. Ouais, c'est quand même grand, mais après, je dis 2 jours parce que tu vois, au milieu du Sénégal, il y a la Gambie. Il y a un petit pays qui est au milieu du Sénégal, plus ou moins. Donc, du coup, ça veut dire soit tu dois le contourner, soit... c'est pour ça que ça peut rallonger un peu. Ah ok. Moi je savais pas ça, tu vois. Maintenant qu'on a parlé population et superficie, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu te trouves au Sénégal et qu'est-ce que tu y fais ? Alors je suis arrivée au Sénégal il y a 1 an, quelques mois. Je suis arrivée en mars 2020. Et au départ, quand je suis arrivée, je n'avais pas de travail. Je venais de terminer un travail et j'ai trouvé un travail au bout de 2 mois. J'ai commencé en juin. Mai, juin, 2-3 mois.
Et je suis actuellement chargée de mission de financement institutionnel. Donc, en gros, je suis dans une organisation, une association, qui travaille avec des associations communautaires dans la lutte contre le sida et les hépatites. Et donc, mon rôle, c'est un peu d'être en relation avec les bailleurs, d'aider à la gestion des contrats, d'aider à la mise en œuvre des projets. Voilà. D'accord, donc Pour vraiment, essayer de résumer. ouais, c'est vraiment, ça a l'air vraiment chouette ce que tu fais. Mais du coup, avant d'en arriver plus au détail de ce que tu fais, comment ça se fait que, je dirais là, à la veille de tes 40 ans, tu décides soudainement de partir au Sénégal parce que t'es partie sans avoir d'emploi? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel était ton parcours? Alors, avant de partir au Sénégal, j'étais à Madagascar. Ok, Donc pendant 3 ans. Donc, en fait, j'avais déjà fait 3 ans d'expatriation. Madagascar, c'était vraiment ma première expatriation longue. Avant, c'était des petites expatriations de quelques mois. Donc, voilà. Mais la vraie expatriation, c'était à Madagascar. Et du coup, je suis arrivée au Sénégal parce que j'avais mon conjoint qui était au Sénégal. ok. Donc, en fait, je l'ai rejoint. Et ça s'est fait en mars 2020 parce que mon contrat à Madagascar se terminait. Et aussi parce que en mars 2020, c'était la fermeture des pays de la pandémie. Du coup, c'était un peu le départ en urgence. Je suis partie de Madagascar, les frontières se fermaient, et je suis arrivée au Sénégal, les frontières se fermaient. Waouh, ok. Donc, c'était vraiment... voilà. Bon alors pour ceux Donc, qui nous écoutent, sachez que Elsa et moi on ne se connaît pas, on nous a mis en relation par quelqu'un qu'on a en commun et du coup je ne savais pas que tu étais partie 3 ans au Madagascar parce que limite on aurait pu parler de ça au final. ah bah, moi, je suis prête à parler de tout, hein. Peu importe. Parce que je n'ai pas d'épisode sur Madagascar. On peut faire double épisode. Ouais bah écoute, mais du coup j'ai rien préparé sur Madagascar donc il faudra qu'on en refasse un du coup. D'accord. Mais du coup, donc, ok, donc maintenant ça a un peu plus de sens que tu as dû partir d'un pays à un autre. Et du coup, j'ai aussi lu qu'au Sénégal, il y a énormément d'entreprises françaises, que la croissance économique est en train d'évoluer assez rapidement. Donc du coup, j'imagine que c'est peut-être pour ça que ton mari est arrivé au Sénégal. Alors, non. Non, du tout, Même ok. si ce que tu dis est juste, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, croissance exponentielle, etc. Lui, il est venu pour une formation dans l'humanitaire. Ah, génial. Une formation longue de 9 mois. Et donc après, l'idée, c'était de rester au Sénégal pour qu'on travaille tous les deux au Sénégal ou dans l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Sénégal et pourquoi pas Mali ou autre? Non, parce qu'en fait, cette formation, c'est une formation qui est proposée par un organisme qui s'appelle Bioforce. C'est un organisme qui est assez connu dans le monde humanitaire et qui est français à la base. Et ils ont fait en fait une antenne à Dakar. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il était venu à Dakar. Ok. Et comment on se lance dans l'humanitaire du coup? Parce que j'imagine que quand on se lance dans l'humanitaire financièrement, ça doit être quand même... Enfin, notre vie, elle change un peu, non? Ça dépend ce que tu as dans la tête quand tu penses à ça. Mais quand tu travailles avec une ONG, avec une organisation non gouvernementale qui est assez, enfin, comment dire, qui est classique, quoi, tu as quand même un salaire avec lequel tu peux vivre correctement sur place. Et même si jamais tu t'arrêtes de travailler, ça te permet de faire un peu d'économie en attendant de trouver un autre travail. Ah, génial. C'est pas ou c'est plus comme on s'imaginait avant, les personnes qui partent faire de l'humanitaire avec leur sac à dos et bénévolement, quoi. Bah, Maintenant, ça se professionnalise beaucoup. Ouais, tu vois, moi, c'est comme ça que j'imaginais l'humanitaire, c'est tu fais ton sac, oui, tu pars, et puis... ok. Bah, ça, je l'ai fait il y a longtemps, dans ma jeunesse. Je l'ai fait et c'était mes premiers voyages en Afrique, justement, parce que c'était le Togo et le Bénin. Donc là, c'était un truc bénévole et c'était quelques mois. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est encadré. À l'époque, c'était freestyle, quoi. C'était cool aussi, mais quand j'y pense aujourd'hui, avec le recul, c'était peut-être pas forcément très utile. Et puis, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Elsa, mais à un moment donné, il y a un âge pour tout. Enfin, quand on a la vingtaine, oui, on peut un peu être en mode free will, comme dirait mon frère, mais après, une fois que tu commences un peu à évoluer,
Il te faut un petit peu plus de structure Ouais. et un petit peu plus de logique. Non, c'est clair. Ouais. Mais enfin, je suis super contente que tu dis ça parce que moi, j'ai déjà beaucoup réfléchi à faire de l'humanitaire. C'est quelque chose, je pense, qui me... Enfin, j'adore aider les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Et bénévolement, parce que du coup, le podcast, il me rapporte rien. Financièrement, bien sûr. Et du coup, je me dis, mais ça serait quelque chose que je devrais regarder parce que peut-être que là, puisque je suis confinée et que de toute façon, je peux pas me lancer dans ce que j'ai envie de faire, ben, ça pourrait être... Enfin, une petite parenthèse qui pourrait m'épanouir à réfléchir. Du coup, tu étais à Madagascar et tu arrives au Sénégal. Est-ce que tu as été déjà venue visiter le Sénégal avant ça? Alors oui, j'étais venue 2 fois avant mon arrivée définitive, entre guillemets, euh, 2 fois 15 jours pour des vacances quand mon conjoint était en formation. J'étais venue au début quand il est arrivé pour la première fois et puis les vacances de mai. Sinon, avant, je n'étais jamais venue. D'accord. Et tu te souviens un peu de ces premières fois quand t'es arrivée au Sénégal? Quelles ont été tes premières impressions? Ma première impression, en fait, quand on arrive de l'aéroport, il y a une autoroute qui va jusqu'à la capitale. Et déjà, c'est cette autoroute, en fait, qui m'a marquée. Parce qu'on ne s'attend pas à avoir une autoroute aussi belle. Enfin, après, c'est l'image que je me fais, hein, c'est peut-être bête. Mais en plus, venant de Madagascar, où les routes ne sont pas forcément terribles, là, ça m'a vraiment surpris. Quand tu arrives dans la capitale, tu vois qu'il y a beaucoup de constructions un peu partout. Voilà, c'était surtout ça, les infrastructures, en fait, pour résumer. Et puis, aussi un peu comment sont les Sénégalais. Mais ça, c'est aussi avec la comparaison avec les Malgaches. Les Malgaches sont très doux, calmes. Enfin, ça fait un peu caricatural, mais c'est quand même vrai. Et quand tu arrives au Sénégal, c'est un peu brut quoi, quand tu parles. Donc du coup, ça m'avait fait bizarre. J'étais en DUT, j'avais 2 Sénégalais dans ma classe, donc oui, je vois ce que tu veux dire par ils sont un peu cash, mais bon, c'est vrai que c'est leur personnalité. Mais du coup, quand t'arrives, il y a cette grande autoroute. C'est genre une 4 voies super propre avec un péage, etc. Ouais. Ok. Ouais. Je crois qu'en plus, c'est un truc d'Eiffage. Ok. Enfin, je suis sûre d'ailleurs. Ok, cool. Non, oui, c'est une belle autoroute. Non, mais c'est vrai, quand on pense au Sénégal, on pense l'Afrique, on pense les safaris, on pense... tu vois. Bah ouais, c'est nul, mais... c'est tellement vrai. Oui, c'est ce qui nous vient à l'esprit, quoi. Mais non, le Sénégal, c'est vraiment... c'est vraiment différent. Enfin, tu vois, même les autres pays d'Afrique de l'Ouest, ils sont pas comme au Sénégal, quoi. Alors, est-ce que tu penses que... Parce que j'ai lu aussi que le Sénégal, c'était un des rares pays d'Afrique à ne pas avoir eu un coup d'État depuis qu'elle a eu son indépendance en 1960. Je pense que ça a dû peut-être aider à la construction du pays. Au développement, oui, c'est certain. C'est certain que ça doit favoriser le développement. Déjà, s'il n'y a pas de bombes, c'est peut-être un peu grand, mais même, oui, s'il n'y a pas de guerre, de guérilla à droite, à gauche, forcément, ça peut se développer plus facilement. Oui. Bah oui, carrément. S'ils sont en train de réfléchir à comment développer le pays plutôt que de se faire la guerre, c'est pas rien quand même. Bon, après, il y a aussi le fait que du coup, les investisseurs sont moins frileux, justement. Parce que c'est moins instable, donc tu peux créer des entreprises, des commerces, des je ne sais quoi. Ça risque pas d'être détruit du jour au lendemain par un coup d'État ou par je ne sais quoi. Après, tu vois, moi, cette année, je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a eu un moment un mini soulèvement de la population à Dakar. Contre bon, c'était un peu suite il n'y a pas eu trop eu de confinement au Sénégal, mais tu vois, il y a quand même eu certaines choses il y avait des couvre-feux, etc., où les gens ont beaucoup pâti, quoi. Et donc, suite à ces mois de couvre-feu, et puis il y a eu une histoire politique, bon bref, et il y a eu des soulèvements de population avec des cases, des choses brûlées, etc. Ça, c'était une première au Sénégal. Oh, waouh! Ça n'était jamais arrivé, ça a duré une petite semaine, mais du coup c'était très surprenant parce que c'était pas du tout une habitude. Bon, tu vois, ça y est, ça s'est calmé, c'est revenu à la normale assez rapidement, mais pour dire oui, c'est vraiment un pays qui n'est pas habitué à ça. Quand on arrive comme ça au Sénégal, ça se passe comment en termes de visa, etc. Alors les Français, tu peux rentrer facilement, tu peux rentrer sans visa, ils te mettent un tampon sur ton passeport et c'est valable pendant 90 jours.
Et après, si tu restes plus longtemps, ben, il faut faire des démarches pour faire une demande de carte de résident ou carte d'identité étrangère, ils appellent ça. Et voilà. Et après, il faut la renouveler. Alors, tu fais une demande, tu as une carte provisoire qui dure. C'est pas, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait ma demande l'année dernière. J'ai toujours pas la carte définitive. Ce sera peut-être l'année prochaine, je sais pas. Et elle est valable 3 ans, la définitive. Donc, c'est des renouvellements comme ça. Mais en vrai, pour les Français, c'est assez facile. Cool. Mais ça, en plus, en ce moment, c'est vraiment une période que je pense que peu importe les demandes de visa ou quoi que ce soit dans n'importe quel pays, ça va durer un peu plus longtemps que la normale. Et du coup, chercher du travail au Sénégal, comment tu t'y es prise? Alors ça, quand moi je suis arrivée et que j'avais pas de travail, en discutant un peu à droite à gauche et en lisant sur les groupes Facebook d'expats, etc., j'ai vite compris que c'était très compliqué de chercher du travail au Sénégal. Ok. Parce que c'est un pays où tout le monde veut aller, parce que justement c'est calme, c'est tranquille, etc. Ben, moi, je cherchais dans mon domaine, je cherchais dans les associations, les organisations humanitaires, etc. Et je pense vraiment que j'ai eu de la chance de trouver mon travail. Je suis tombée sur une opportunité qui s'ouvrait. C'était la période Covid, début Covid, donc il y avait pas de personnes qui pouvaient. Enfin, il y avait les trajets qui étaient bloqués entre France, par exemple, et Sénégal. Donc, c'était obligé déjà d'être sur place parce que c'était pour travailler à Dakar. Et il y avait beaucoup d'expatriés qui étaient partis en France. Donc, je pense que j'ai eu de la chance quand même de trouver ce truc-là. Il y a eu un concours de circonstances qu'on peut les trouver. Mais après, ma recherche, c'était par Internet, exclusivement. Ouais. T'as été sur LinkedIn ou un site en particulier? Pas spécialement LinkedIn. Oui, je suis un peu, mais non, c'est plus, tu vois, pour tout ce qui est humanitaire, il y a des sites un peu spécialisés comme Coordination Sud pour la France, enfin, pour les offres en français. Pour les offres aussi français, mais aussi dans le monde anglo-saxon, c'est Relief Web. Ok. Et puis celle-là, est-ce que je l'avais vue sur Coordination Sud ou alors est-ce qu'elle était publiée sur un site sénégalais? Je me souviens plus. Ok, pas de souci. Mais bon. Mais si ça te dérange pas, on mettra quand même quelques liens peut-être qui peuvent être utiles à ceux qui nous écoutent et qui recherchent justement à faire de l'humanitaire. Ça pourrait être intéressant. Moi, je les connais pas du tout ces sites, donc je serais la première à être intéressée pour le coup. Ouais, ok. Bon, ça, c'est les sites si tu cherches un emploi dans l'humanitaire. Ok. Et pour se loger, ça s'est passé comment du coup? Alors, ça, c'est un peu compliqué. Enfin, au départ, c'était pas compliqué parce que mon conjoint était déjà en colocation. Il était en colocation pendant toute sa formation. Donc, au départ, moi, j'étais là-bas. Et puis après, au bout d'un moment, on a cherché quelque chose d'autre pour nous deux, futurs 3. Là, ça, c'est un peu compliqué parce que ici, ça marche beaucoup par courtier, comme on dit, c'est-à-dire des gars qui te mettent en relation avec des personnes qui cherchent à louer. Et là, ça devient un peu compliqué parce que tu vois tout et n'importe quoi. Et des fois, on te propose des choses qui sont pas terminées, qui sont en construction. Comme je te disais, tout est en construction. Et donc, on a eu quand même pas mal de difficultés à trouver quelque chose qui existait, qui était correct, qui n'était pas trop cher, parce que les loyers sont quand même assez chers à Dakar. D'accord. C'est une ville très chère, Dakar. Et on a réussi à trouver une extrémiste, un appartement où on est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Toute la zone où on voulait être au début, mais bon, au final... Quand tu dis c'est très cher, est-ce que tu pourrais nous donner une ordre de prix si on comparait... Bon, toi, du coup, tu étais à Madagascar pendant 3 ans, mais si on compare par rapport à la France? Ouais. Là, par exemple, je suis dans un... comment on appelle ça? T3, je pense. T3, c'est 2 chambres? Je crois, oui. Bon, on va dire... Bon, il y a 2 chambres, un salon, une cuisine. C'est presque 400 €. Ah, ok. Tu trouves que c'est cher? Bah, peut-être qu'effectivement, c'est en comparaison avec Madagascar, je sais plus. Ah bah, carrément. Mais, bah oui, bah peut-être avec Paris. Non, c'est sûr, si je compare avec Paris, ça n'a rien à voir. Mais... Et t'es quand même dans une capitale, hein? T'es dans une capitale quand même. Ouais, non, je sais pas. En fait, c'est plus cher que dans d'autres capitales, quoi. C'est peut-être pour ça que je dis ça. C'est connu pour être cher, quoi. D'accord, ok. Bah, moi, de mon point de vue, mais après, tout est relatif, tout dépend de quel point de vue tu regardes les choses. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Bah oui, je sais pas, moi je suis peut-être un peu perdue dans les éléments de comparaison, mais si en fait, je pense que c'est vraiment parce qu'avant j'étais à Madagascar par rapport à, tu vois, au salaire, etc. Ça n'a plus rien à voir. À Madagascar, j'arrivais à faire des économies. Ici, c'est compliqué, par exemple. Oui, après, c'est vrai que du coup, il faut me faire le ratio avec le salaire, du coup. Ouais. C'est ça. C'est pas faux. Donc, bon, après aussi, c'est parce qu'à Madagascar, j'étais en contrat d'expatriation. Ici, je suis en contrat local. Donc, il y a plein
plein de paramètres qui sont différents aussi. Ok, je vois. Ouais. C'est vrai que, comme on l'a dit, tout dépend de quel point de vue tu le regardes ou quelle est ta situation au moment T. Mais moi, ça me paraît pas cher en tout cas. Et donc tu trouves ce travail. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, ton premier jour, la rencontre avec tes collègues, etc. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée au moment de la fermeture des frontières et du confinement. Donc, je suis arrivée en mars. J'ai commencé le 15 juin. Le 15 juin, il n'y avait plus de confinement. Enfin, comme j'ai dit, il n'y avait pas de vrai confinement, mais les personnes restaient quand même chez elles. Mais il n'y avait pas de... Les bureaux étaient fermés. Donc, moi, j'ai commencé mon travail en télétravail. Ouais. Donc, les collègues, je les ai connus vraiment petit à petit. En plus, tu vois, je suis arrivée le 15 juin, donc après, c'était les grandes vacances, blablabla. Donc, il y en a que j'ai pas vu avant peut-être novembre, je sais pas. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à voir certains collègues en vrai. Après, tu vois, les gens étaient en télétravail depuis mars. Parce qu'en fait, moi, je suis basée à Dakar, mais on a un réseau dans le monde entier, pour résumer. Donc, on travaille aussi bien avec des gens qui sont au Canada que qui sont à Maurice, par exemple. Ok. Voilà. Donc, du coup, depuis mars, ils travaillent tous en télétravail. Et donc, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place en Zoom régulier, etc. Donc, j'ai fait la connaissance de tout le monde via les Zooms. Ok. Et finalement, évidemment, c'est complètement différent, mais finalement, ça c'est bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même cool, quoi. Ouais, c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, ça facilite quand même vachement les choses. Est-ce que tu travailles principalement avec des expats ou avec des Sénégalais ? Au Sénégal, à Dakar, non, c'est majoritairement des Sénégalais. On est 3 Françaises, je crois. Ok. Sinon, on est une quinzaine en tout. Okay. Sinon, tous les autres, c'est des Sénégalais. Ok. Donc, ils risquent peut-être d'écouter ce podcast, donc on va faire attention aux questions qu'on pose, mais est-ce qu'il y a des choses on va utiliser le mot étonné, hein, parce qu'on est d'accord que dans chaque culture, on a des méthodes de travail différentes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné par rapport à leur culture à eux ? Dans le cadre du travail ? Oui. Alors, non, ça m'a pas étonnée, mais il y a une question en fait que j'ai posée le premier jour où je suis arrivée, parce qu'en fait, il y a quand même une fois où je suis allée au bureau, je sais plus pourquoi, et c'était la première fois que je voyais le chef de bureau. Du coup, je lui ai dit, mais c'est quoi les horaires ? Là, j'ai compris que ma question, c'était un peu bizarre. Il y avait un flottement dans l'air. Et il m'a donné des horaires, mais j'ai senti que c'était bon. Tu peux arriver un peu avant, un peu après, matin, soir, tu vois. Tu vois, après, avec le temps que j'ai compris que oui, il y a des horaires, mais bon, c'est pas comme en France où tu pointes, quoi. Oui. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est sur le coup, après, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, pourquoi j'ai posé cette question. Mais voilà. Et en plus, pareil, tu vois, comme je venais de Madagascar, les gens se lèvent très tôt et le travail commence très tôt, même en capitale. Et ici, alors, je sais pas, en province, je pense que les gens aussi se lèvent tôt, etc. en province, mais à Dakar, le rythme commence un peu plus tard. Du coup, et c'est aussi dû au fait qu'il y ait énormément de bouchons à Dakar. Donc, les bureaux n'ouvrent pas forcément à 8h, tu vois, c'est plutôt 9h, 9h30, tranquille. Oui, puis en plus, j'ai envie de dire, si toi, t'es amené à travailler avec des Canadiens, par exemple, il y a aussi un décalage horaire à prendre en compte, donc ça sert à rien de commencer à 7h, si de toute façon, tu vas devoir attendre 17h pour pouvoir parler avec eux. C'est ça. Donc, je pense que... C'est ça. Ok. Mais moi, je pense que ta question a été quand même très légitime, hein, de savoir à quelle heure t'es censée commencer à travailler. Bah oui, c'est ça, on a besoin d'un minimum de cas. C'est ça. Et en ce qui concerne tout ce qui est santé, justement, comment ça se passe ? Parce que est-ce que tu as une assurance à travers l'association ou comment ça se passe ? Oui, donc comme je disais, c'est un contrat local. Donc ma mutuelle, c'est une mutuelle locale, une mutuelle sénégalaise qui prend beaucoup de choses en charge. Après, il y avait certaines choses qui n'étaient pas prises en charge, par exemple pendant la période de ma grossesse. Mais ça, je pense que c'est aussi parce qu'en France, c'est là où on se rend compte qu'en France, on a quand même une très bonne couverture. Et donc, il y avait certaines choses que je payais de ma propre poche ou quand c'était des gros frais, souvent la structure française
compléter. Ok. Et toi, t'étais confortable à l'idée justement d'être enceinte et d'accoucher au Sénégal? Je voyais pas trop d'un. En fait, tu vois, comme on disait tout à l'heure, Dakar, c'est quand même. Dakar, c'est quand même vraiment une grosse ville où il y a vraiment. Enfin, au niveau médical, ils sont bons, quoi. Donc, moi, je m'inquiétais pas trop. Et puis après, j'avais bien vu sur les différents groupes qu'il y a 1,5 milliard femmes expats. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de femmes expats qui accouchent ici. J'ai pas entendu de problème particulier. Bon, j'étais assez sereine. Puis j'avais rencontré des personnes aussi qui me rassuraient, donc je ne m'inquiétais pas trop. Oui, c'est ça. On a tellement une image de l'Afrique qui est tellement figée que c'est juste, c'est pour ça qu'on se pose ces questions. Mais non, les choses vont évoluer et il faudrait essayer de... Et c'est bien justement qu'on en parle parce que ça va, je l'espère, changer justement les a priori qu'on peut avoir. Bon, après, tu vois, j'aurais été en brousse, je pense que je serais quand même venue à la capitale. Oui. Mais là, c'était la capitale, donc je ne m'inquiétais pas. Pas de souci. Est-ce que tu as un congé maternité du coup? Oui, c'est comme... c'est un peu calé sur la France à ce niveau-là. Il y a une semaine de moins, je crois. Ok. Et sinon, c'est quasiment la même chose. Oui, je lisais que justement par rapport à ça, il y a beaucoup de... Les relations entre la France et le Sénégal sont quand même... ils ont de très bonnes relations bilatérales. Oui, c'est un partenaire de longue date. Bon, ça date de la colonisation, bien sûr, mais oui, c'est un partenariat très fort entre les deux pays. Et la France est très présente ici. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, ça crée aussi des... Enfin, il y a ceux qui sont pro-France, entre guillemets, et ceux qui sont anti-France. Évidemment, il y a toujours un peu de tout. Mais oui, la France est très présente ici. Maintenant, je vais en venir à des choses qui m'ont choquée, moi, quand justement j'étais en train de préparer notre conversation. Parce que moi, j'avoue que je ne connais absolument rien sur le Sénégal. Donc bon, après, ça, c'est des choses, tu sais. Et je pense que n'importe qui se dit, tiens, j'irai bien au Sénégal, tu veux faire quelques recherches, tu vas lire les premiers articles. Donc moi, il y a certaines choses qui m'ont vraiment choquée, et celle qui m'a le plus choquée, c'est le fait que l'homosexualité, elle est punie par le code pénal. Oui, et en plus, ça fait partie de mon travail, ça. Enfin, comme tu vois, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes font partie des populations touchées par le VIH. Donc, ça fait partie des populations qu'on cible, entre guillemets. Et donc, oui, c'est un gros problème ici au Sénégal, l'homosexualité. Et du coup, souvent, ils sont cachés. Et c'est un gros problème parce que justement, comme ils peuvent pas... c'est un problème justement pour ceux, par exemple, qui sont touchés par le VIH et qui veulent se soigner, par exemple. Soit ils se soignent pas parce qu'ils sont discriminés au niveau des centres de santé, soit parce qu'ils ont honte, ils ont peur, plein de choses. Ouais, parce qu'il y a quand même, d'après ce que j'ai lu, il y a entre 1 et 5 ans d'emprisonnement et une sacrée amende. Donc du coup, comment ils font pour se faire soigner? Bon, après, du coup, il y a pas mal d'associations. Donc souvent, ils se rapprochent des associations quand ils rencontrent ces associations et quand ils n'ont pas peur de rencontrer ces associations. Souvent, c'est via des associations quand même qui sont pris en charge. Ouais, et du coup, je le lisais qu'ils ont même fini par développer un autotest justement pour que ces personnes qui vivent un peu dans le secret puissent quand même se tester pour le sida. Ouais, bon, ça, c'est pas qu'au Sénégal. Ok. C'est pas qu'au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de pays au final où les homosexuels sont discriminés et même où c'est passible de prison. Donc ça existe dans beaucoup de pays, ça. Ok. Et l'autotest, tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors bon, moi je suis pas dans le milieu médical, donc je sais pas si je pourrais être si je vais dire des choses bien précises là-dessus, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une manière de faire un test sans forcément passer par le circuit classique médical où tu pourrais ne pas être accepté, où tu pourrais ne pas être accueilli, où tu as peur d'aller. Une manière de contourner c'est une manière de faire le test, ce qu'on appelle ça de manière communautaire, c'est-à-dire pas via le milieu médical, mais via ta communauté. Ouais, parce que moi, en fait, ce que j'ai lu, après pareil, je suis pas dans le milieu médical, j'ai l'impression que c'est un peu genre comme un test de grossesse, sauf que au lieu de pisser sur une languette, tu la mets sur ta langue, en fait, ça marche avec la salive, c'est bien ça?
Non, je sais pas. Tu sais pas? Ok, Je pas veux de souci. pas, je veux pas dire de bêtises, non. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai lu. Après, ça, c'est vrai que ça avait l'air d'être un test. Par exemple, tu sais, on parlait des autotests pour le Covid. Moi, tu vois, Mm. je me serais pas vue me mettre un coton-tige dans le nez. Enfin, là, c'est... Mm. Mais là, c'est vrai qu'une languette sur la langue, ça reste quand même très accessible. Et je trouve que c'est bien, justement, que ça a été développé parce que, au moins, ça enlève des sacrées barrières, quoi. Ouais, c'est clair. Mais souvent comment dire, il y a ce qu'on appelle des pairs éducateurs qui font un peu des sensibilisations et des formations, entre guillemets, sur comment utiliser ces autotests pour que les personnes, justement, puissent les utiliser sans que ce soit trop compliqué. D'accord, ok. Et toi, depuis que tu es au Sénégal, bon, t'es arrivé dans un moment très particulier. Est-ce que t'as pu quand même Mm. rentrer en relation justement en dehors de chez toi avec des Sénégalais, avec des expats? Alors, comme tu as dit, je suis arrivée à une période particulière. Du coup, je pense que tout le reste a suivi de manière particulière. Mhm. Mais il n'empêche que je connais quand même quelques Sénégalais et quelques expats. Mais c'est vrai, pas tant que ça. Pas tant Ouais. que ça, parce qu'en plus, je suis en télétravail. Encore aujourd'hui. Mhm. Encore aujourd'hui, je suis en télétravail. Donc, du coup, c'est pas du tout les mêmes relations que tu as avec tes collègues, normal. Même si on se voit de temps en temps, des fois, on va faire un resto quand c'est possible ou des choses comme ça. Mais c'est pas une relation quotidienne comme dans un travail classique. Après, oui, je connais des gens, mais j'ai pas du tout les mêmes relations que quand j'étais à Madagascar, par exemple, où il n'y avait pas de Covid, il n'y avait rien. Maintenant, on fait toujours attention à tout. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu compliqué. Bon, après, il y a des personnes qui vivent comme si il n'y avait pas de Covid. Ce qui est bien aussi, enfin, je veux dire, c'est pas une critique, mais moi, j'avoue que ça me met quand même une barrière. J'ai été habituée à venir dans ce pays avec des barrières et du coup, je crois que j'ai du mal à changer, à voir les choses autrement. Ah bah tu m'étonnes. Et puis en plus, t'as été enceinte entre-temps. Là, maintenant, t'as un petit Mm, bébé. Donc, c'est ça? t'as encore maintenant une protection supplémentaire à devoir faire. Donc, Mm, ouais, c'est vrai que heureusement que t'étais en couple, quoi. ouais. Mais après, lui, il est malgache, Ok. mon conjoint. Du coup, ici, il y a une grosse communauté malgache. Donc, au final, je connais presque plus de malgaches que de Sénégalais ici. Madagascar, t'as suivi. C'est ça. Donc, bon, ça va, je suis quand même pas complètement démunie au niveau relations sociales. Cool. Pas trop déçue d'être partie de Madagascar? Si, déception, c'est pas le mot, si, vraiment, j'étais très, très attachée à Madagascar. Ok. Et je compte y retourner un jour. Mais après, je suis contente d'être là aussi parce que c'est une expérience différente. En plus, là, on est ensemble. Enfin, c'est cool quand même d'être là. Super. Non, mais on Je refera un regrette quand épisode même pas. Madagascar parce que du coup, moi, j'ai envie d'en savoir plus. Ça. Là, de rester comme ça dans le secret, non. Ah oui, puis en plus, c'était des conditions complètement différentes. Donc, c'est une autre expatriation. En fait. Ouais, Voilà. c'est clair. Mais du coup, enfin, sans rentrer vraiment dans le détail, c'est quoi qui t'a fait t'expatrier la première fois? Ça faisait un bout de temps que je voulais le faire. Mais le fait de partir à Madagascar, c'était un peu une opportunité. J'étais dans le siège de l'ONG en France. Et il y a un poste qui s'est ouvert à Madagascar et j'ai sauté sur l'occasion. Ok, ouais, ok. Donc la prochaine fois, on en reviendra à ce petit travail de préparation du coup. Mais du coup, toi, ouais, t'as dû faire un départ assez précipité. Mais du coup, t'avais quand même... Enfin, il y avait une raison de partir. Donc du coup, le départ de Madagascar, même s'il était précipité, ça n'a pas été trop compliqué. Si, un peu parce que déjà, il a fallu changer, trouver un vol. Parce qu'il y avait plein de compagnies qui s'annulaient au fur et à mesure. Oh, l'angoisse. Il y avait une compagnie, par exemple, on avait trouvé un vol, mais la compagnie voulait pas me prendre parce que j'étais pas résidente sénégalaise, donc j'étais pas prioritaire. Donc j'ai dû passer par la Turquie, Maurice, Turquie et Sénégal. C'était le seul truc que j'ai pu prendre. Et là, il y a eu 2 jours où j'étais en stress. Je pensais que j'allais pas pouvoir sortir de Madagascar. Donc ça, c'était un peu compliqué. Après, il a fallu faire ses bagages de 3 ans en 2 jours. C'était un peu compliqué aussi. J'ai donné plein de choses et j'ai laissé aussi pas mal de choses que je me suis dit je récupérerai plus tard parce que je savais pas comment faire. Je n'allais pas emmener 72 000 bagages avec moi. C'est clair. Donc, je suis partie avec mes 2 valises et en laissant des choses,
bon, tout s'est fait, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. En plus, quand je suis partie de Madagascar, il n'y avait pas encore de cas déclarés à Madagascar, donc on était encore tranquille dans notre vie de tous les jours. Et quand je suis arrivée en Turquie, là-bas, ils étaient déjà tous en gants, masques et machin, et ça a fait une sensation un peu bizarre. Je me suis sentie, ça faisait un peu peur, quoi. Ouais, c'est clair. Dit, où est-ce que je suis? C'est clair. Et donc c'est vrai que la transition a été un peu brutale. Ouais, c'est clair. Moi, je me souviens que j'étais partie en vacances au Panama au mois de février l'année dernière. Et quand je suis arrivée, bon, on commençait à parler de Covid. Il y avait peut-être 2-3 personnes avec un masque dans l'avion. Une semaine après, je repars du Panama pour aller au Canada. Et là, pareil, t'arrives à l'aéroport, tout le monde est en espèce de combi, ils te prennent la température. Là, alors les masques, je t'en parle pas. Moi, en plus, j'ai osé tousser dans l'avion en m'étouffant avec une amande. Tu vois, j'étais, oh là là. Là, tout le monde autour de moi en mode panique. Attention, elle a toussé. Bah oui. Ah non, mais c'est clair. Violent le changement de vie quand même. Mais si toi aujourd'hui, alors avant que j'en arrive aux questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire sur le Sénégal que tu aimerais partager avec la communauté Filles Expat? Sénégal, je trouve que c'est un pays pas mal pour une première expatriation si t'es pas trop, ça va faire bizarre ce que je veux dire, mais si t'es pas trop aventurier, dans le sens où tu retrouves quand même beaucoup de choses ici que tu as en France. Super. Si tu vois, tu as besoin d'un minimum de confort, par exemple, pour la nourriture, ici, tu trouves beaucoup de choses. Bon, ça coûte plus cher que quand tu vas sur des marchés, et encore. Mais tu peux trouver beaucoup de choses ici. Donc, le Sénégal, c'est vraiment un pays tranquille. Hein. Il y a beaucoup, c'est pour ça, comme je disais tout au début, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir ici. Non, c'est un super conseil que tu dis parce que c'est vrai que des fois, on a envie de s'expatrier, mais on a peur. Mais là, si justement tu te lances dans un pays qui est un peu moins... culturellement parlant choquant entre guillemets, en plus avec la langue, etc., et qui est plus facile en termes de papier, c'est vrai que c'est un bon départ. Peut-être, moi je dirais peut-être, je parle en tant que femme célibataire, parce que moi je me souviens de mes 2 amis sénégalais, un qui était pour la monogamie, un qui était plutôt pour avoir plusieurs femmes. Donc attention, si tu nous écoutes et que tu envisages d'aller au Sénégal, que tu es seule, attention sur qui tu peux tomber. Ah oui, là c'est vrai qu'une célibataire blanche qui arrive au Sénégal, ça peut créer des vagues. Je peux être la femme numéro 14 d'un mec, ça les dérangera pas. Moi je sais que ça m'avait vraiment marqué en parlant avec eux. Parce que je me souviens même leur avais dit, je leur avais dit mais sérieux ça existe encore ça? Et malheureusement oui. Mais bon voilà, on n'est pas là pour juger, hein. Chacun son mode de vie. Mais du coup, si tu avais un conseil aussi à donner à quelqu'un qui sait qu'elle veut aller au Sénégal, un conseil en particulier? Il faut qu'elle ait un travail avant. Ok. Qu'elle ait trouvé un travail avant si possible. Et sinon, il faut qu'elle ait un minimum d'économie pour pouvoir vivre correctement le temps qu'elle trouve un travail. Ouais, carrément. Ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu partout où tu peux aller, il faut avoir un minimum d'économie. Bon, à 400 € le loyer, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'économie quand même. Non, mais ça monte vite. Hein. En vrai, c'est vrai que du coup, on n'a pas l'impression comme ça, mais ça monte vite. Mais d'ailleurs, j'ai récemment parlé avec Sophie qui est partie à Amsterdam et on a parlé longuement justement sur tout ce qui est facture de téléphone, etc. parce que Amsterdam, c'est incroyable. Tout ce qui est internet, téléphone, etc. Est-ce que c'est un peu pareil là-haut ou ça va, les prix restent raisonnables comme en France? C'est quand même assez raisonnable. Okay. C'est assez raisonnable, il y a beaucoup de réseaux un peu partout. Enfin, toujours je suis à la capitale, etc. Mais il y a Free ici aussi d'ailleurs. J'ai pas de forfait Free, mais il y a aussi Free avec des offres des offres intéressantes. Orange est très présent, la connexion fonctionne bien. C'est pas trop cher. Hein. Super. Pas trop cher. Ils font des offres comme en France avec télé, internet, machin, téléphone. Comme il y a beaucoup d'échanges avec la France, il y a pas mal de prix préférentiels, quoi. Parfait. Et ils ont quelle monnaie là-bas, parce que tu parlais de conversion justement? Le franc CFA. Ok. C'est 1 € égale 655 francs CFA. Ah. Donc c'est pour ça que la conversion n'est pas automatique dans ma tête. C'est clair.
Et puis tu sais, c'est aussi le genre de pays où t'as l'impression d'être riche quand t'as 100 Oui, euros. avec plein de billets. C'est ça. Vive les cartes de crédit parce que laisse tomber, sinon c'est plus des portefeuilles que t'as dans le sac, quoi. C'est un sac dans un sac pour trimballer toute ta monnaie. C'est ça. Top. Mm. Donc du coup, pour en arriver aux questions de la fin, si aujourd'hui, Elsa d'aujourd'hui pouvait justement passer un message à Elsa qui préparait justement un peu ce départ très précipité à Madagascar, est-ce que tu lui dirais quelque chose? Je dirais, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Ouais. Tu penses que t'étais inquiète à ce moment-là? Oui. Ouais. Oui, je pensais ne pas atterrir au Sénégal. Je pensais vraiment être bloquée à Madagascar. Ouais, c'est vrai que toi, t'étais vraiment dans un moment très particulier. Mm. Donc, je dirais ça. T'inquiète pas, tu vas arriver. Et là, les vols vers la France, ils ont repris parce que si t'as envie d'aller voir ta famille ou tes amis? Oui, maintenant, c'est des vols réguliers. Enfin, oui, c'est des vols commerciaux même. C'est plus des vols de rapatriement. Il n'y a pas de problème entre les deux pays. Cool. Enfin, il y a des conditions un peu, genre des motifs impérieux, etc. Mais bon, en étant française, je peux facilement aller en France. Et comme je suis résidente ici, je peux venir aussi. Parfait. Et du coup, le vol de Dakar à Paris, c'est un vol direct? Oui, tu peux trouver des vols directs avec Air France et Air Sénégal. Sinon, tu as aussi des vols indirects avec le Royal Air Maroc qui sont souvent un peu moins chers. Enfin, à vrai dire, peut-être que même des fois, les vols sont au même prix quand c'est hors saison. Parce que là, les vols sont ultra chers quand c'est des directs. Mais c'est possible qu'hors saison, ça soit correct. Il y a combien de temps de vol entre les deux? 5 heures. Oh, ça va, c'est raisonnable. Et puis, t'as pas beaucoup de décalage horaire avec la France non plus? Non, en ce moment, il y a 2 heures. Super. L'heure d'été. Ok, ouais, vous changez pas d'heure non plus là-haut? Non. Ok. Ouais, non, mais en fait, ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment très, très justifié, en fait, que pour une première expatriation, ça me paraît être vraiment un très bon pays, en fait. Oui, moi je trouve. Je trouve parce que c'est vraiment tranquille et oui, comme il y a beaucoup de relations avec la France. Après, ça reste une autre culture quand même. Mais je trouve que on peut y rentrer assez facilement. C'est mon impression. Bon, moi, une des valeurs de FiExpat, c'est d'être transparente. Donc malheureusement, je vais le dire haut et fort, mais le seul truc, c'est qu'il vaut mieux être hétéro, quoi. Ah bah oui, c'est pas le pays, c'est sûr. Ou alors faut le cacher, quoi. Ouais, non, vivre caché. Non, déjà que c'est déjà assez compliqué en ce moment, donc si on va dans un pays pour être caché, c'est pas la peine. Non, c'est clair, je disais ça pour dire que voilà, mais non, c'est clair, c'est pas le pays à aller si tu veux vivre tranquille, quoi, quand t'es homosexuel. C'est clair. Mais d'ailleurs, juste pour en revenir très rapidement là-haut, j'ai cru lire quand même que le taux du VIH au Sénégal il a vachement diminué. Ouais. Donc, ouais, je crois qu'ils ont, parce que tu vois, dans les objectifs de l'ONU-SIDA, c'est d'arriver à 90% de personnes portant le VIH qui savent qu'elles ont le VIH. Et aujourd'hui, ils en sont à 82% au Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il y a encore certaines personnes qu'on n'arrive pas à atteindre. Et l'année dernière, avec mon organisation, on avait fait la Semaine internationale du dépistage. Et il y avait une femme qui travaille je ne sais plus si on dit centre ou comité, je crois que c'est Comité national de lutte contre le sida, qui disait que ces 8% qui restaient là, ils étaient très difficiles à atteindre parce que c'est des personnes qui ne se considèrent pas comme faisant partie des personnes qui peuvent être vulnérables au VIH. Donc c'est difficile de les atteindre. Le dernier pourcentage, c'est toujours le plus dur aussi. C'est comme une perte de oui, poids. Sinon, ils ont un bon taux. C'est comme ça, ça veut dire? Je disais, c'est comme une perte de poids. Tu sais, les derniers kilos, ils sont toujours durs à perdre. C'est ça. C'est un peu ça, oui. Ouais, je disais, ils ont ce 90-90-90 ou justement 90%. Donc, tu veux nous dire un peu ce que c'est justement ce 90-90-90? 90, donc c'est 90% de personnes qui ont le VIH savent qu'elles ont le VIH. Donc, ça veut dire ont été testées. Ensuite, 90% des personnes qui savent qu'elles ont le VIH sont suivies, sont traitées. Et enfin, 90% des personnes qui sont traitées ont une charge virale qui est indétectable. Parce que quand tu as le VIH et que tu suis un traitement, s'il est bien suivi, au bout d'un moment, ta charge virale de VIH
n'est pas détectable dans ton sang, ce qui ne veut pas dire que tu l'as plus, mais en tout cas, elle est très très faible et donc ça veut dire que tu ne peux plus transmettre. Donc ça, c'est hyper important. Franchement, c'est génial. Et puis, je pense que pour toi, ça doit être... de participer justement dans cette lutte, ça doit quand même être incroyable. Enfin, moi, de me lever le matin et de me dire que j'aide à faire ça, c'est quand même... c'est incroyable. En fait, le monde de la santé, c'était pas mon domaine à la base. Moi, j'étais plus dans l'éducation, la protection de l'enfance, etc. Donc, c'était un peu nouveau pour moi, le monde de la santé. Et le monde de la lutte contre le sida, c'est vraiment un monde spécifique parce que la plupart des gens qui travaillent là-dedans, c'est des personnes qui sont touchées de près ou de loin. C'est des militants plus qui sont là-dedans depuis, tu vois, le début du virus dans les années 80. Donc, c'est vraiment c'est un gros monde militant et c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant et effectivement, c'est intéressant aussi de participer encore aujourd'hui à ça parce que c'est vrai que des fois, ça passe un peu aux oubliettes au final. Aujourd'hui, le VIH-Sida, ça fait un peu maladie old school, mais non, ça existe toujours. Et donc, c'est intéressant de toujours participer à la lutte contre ce virus, quoi. Et puis, je pense que c'est intéressant justement que toi, tu ramènes un regard extérieur, en fait. Oui, c'est clair que... oui, c'est pour ça que des fois, c'est drôle parce que on n'a pas le même langage, quoi, avec mes collègues qui, eux, sont dedans depuis des années. Et puis moi, je débarque, donc ça veut dire quoi ton acronyme? De quoi tu parles? C'est quoi cette pratique? Je connais pas. Oui, et ça montre aussi que des fois, ça les fait sortir, eux aussi, de leur bulle, quoi. Carrément, non, c'est cool. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Alors, ça sera pas une citation, ça sera une chanson. Et c'est pas une chanson préférée, c'est la chanson du moment. Ok. Elle est ressortie les jours derniers suite au décès du membre du groupe Kassav. Et du coup, ça m'a fait réécouter leur chanson. Et du coup, la chanson que j'écoute en ce moment, je vais lire le titre parce que je ne vais pas me tromper comment je vais le prononcer. Ah oui, parce que c'est du créole. Bah oui. Donc c'est Zoukla Cécile, médicament Mimi. Super, ça c'est vraiment une super dédicace que tu fais pour lui, parce que je sais que ça touche beaucoup les Guadeloupéens en ce moment. Bah oui, j'imagine. Et tu vois, moi, comme je te disais, j'ai pas de chanson préférée, mais j'ai des chansons du moment, c'est toujours comme ça. Et c'est vrai que celle-là, je l'aime bien en plus parce que bon, déjà, ça rappelle des souvenirs, et puis c'est une chanson hyper dansante, et c'est une chanson hyper joyeuse, quoi. Ok. Donc, je vois qu'elle était parfaite, cette chanson. Eh ben, je pense que dès que je raccroche avec toi, je vais aller l'écouter parce que, honte à moi, je suis en Guadeloupe, je devrais savoir c'est quelle chanson. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu échanger sur le Sénégal sur la chaîne Fille Expat. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton expatriation. Merci beaucoup, merci à toi aussi de laisser cet espace aux filles expats. Merci. Pour donner envie à d'autres filles de partir. Je voulais dire femme expat, mais il était déjà pris, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait fille. Je sais qu'en général, on préfère être appelée femme, mais bon, voilà. Non, c'est bon aussi, ça me va. Ok, cool. Eh ben écoute, bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Ciao.